6 septembre 1996. Tupac Shakur est le rappeur le plus célèbre au monde. C'était l'équivalent du roi du rock'n'roll Elvis Presley. Tupac était le roi du rap. Pour ses fans, il est le plus grand gangsta rappeur de tous les temps. Il est la voix rageuse de l'Amérique urbaine. Les gens du quartier l'appelaient le Jésus noir. Il venait nous sauver. Mais aux yeux des autorités et de ses ennemis dans le monde du hip-hop, Tupac est une menace. Il avait dit plusieurs fois « Je vais mourir. Je vais mourir au sommet de ma gloire. » Bientôt, sa prophétie se réalisera. Voici les dernières 24 heures de la vie de Tupac Shakur. Los Angeles, en Californie, le 6 septembre 1996. Il est 23h30 et Tupac Shakur quitte les studios Lacey dans le centre de LA, où le tournage de son dernier clip vidéo vient de s'achever. Après 6 singles en tête des ventes en 6 ans, Tupac surfe sur une vague de succès que ses concurrents ne peuvent que jalouser. Mais dans 24 petites heures, Tupac sera brusquement stoppé dans sa course. De retour dans sa villa de Calabasas, en banlieue de Los Angeles, Tupac, épuisé par le tournage, s'accorde quelques heures de sommeil. Le lendemain matin, sa cousine Jamala Le Sen vient lui rappeler qu'ils doivent partir pour Las Vegas. Nos anniversaires tombent le même mois et il voulait qu'on le fête ensemble à Las Vegas. À Las Vegas, Tupac doit se rendre à un match de boxe et se produire dans un club. Sa petite amie, Kidada Jones, la fille du célèbre Quincy Jones, doit l'accompagner. Quelques heures plus tard, ils prennent la route. Mais Tupac se passerait bien de faire ce voyage. Tupac ne voulait pas y aller. Ça crevait les yeux. Il avait des problèmes de famille à régler à Atlanta et il n'avait pas franchement envie d'un périple à Las Vegas. Mais sous la pression de son manager, Tupac accepte. Ce sera son dernier voyage. Cinq ans plus tôt, en 1991, Tupac Shakur n'a qu'une idée en tête: être le plus grand dans l'univers compétitif du hip-hop. Dès la sortie de son premier album, Tupacalypse Now, Tupac en prend la voix. Il noue immédiatement des liens profonds avec ses fans, en dénonçant la dure réalité de la vie dans la rue. Dès qu'il prenait un crayon ou un micro, c'était comme s'il avait été frappé par la grâce de Dieu. Dans toutes ses chansons, on aurait dit qu'il donnait de sa vie, de son sang. They got little Italy, little everything. They don't have a little Africa. They got the ghetto, and we think that that's ours. That's not even ours. That's just what was left over. Ces chansons parlent au nom des opprimés, des pauvres, des laissés pour compte, ceux qui n'ont aucune voix politique dans la société. En 1994, Shakur affirme clairement sa philosophie dans un album intitulé Thug Life, Vie de truand. Il voulait montrer à tous ceux dont tout le monde se fout que lui ne s'en foutait pas. C'est ce qu'il a fait avec cet album. Ça ne valait pas que pour un mec comme moi, ça valait pour tout le monde.
Il dénonçait tout ce que la société nous balançait à la figure. Thug Life parle de choix. Quand on fait les mauvais choix, on se retrouve avec une vie qu'on n'a pas voulu. C'est de ça que parle Thug Life. Malgré toutes mes galères, je m'en sortirai. Tupac a ses convictions politiques gravées dans la peau. Tous ces tatouages voulaient dire quelque chose. L'un d'eux disait 50 avec le dessin d'un AK-47 parce que Tupac pensait que 50 Noirs étaient capables de tout. De tout. Du moment qu'ils le décidaient et qu'ils avançaient tous dans la même direction. Le public tombe sous le charme de son bagou et de son refus catégorique d'adoucir son message. Est-ce que c'était incendiaire, démentiel? Est-ce que les gosses hurlaient à ses concerts? Est-ce que les filles arrachaient leurs vêtements? Est-ce que les mecs levaient un revolver en guise de salut? Oui, c'est ça le hip-hop, c'est ça l'esprit rock. Mais Tupac séduit bien au-delà du ghetto. Les adolescents blancs des banlieues bourgeoises aiment cet air de danger venu de l'autre côté. Je ne sais pas si c'était son énergie, sa force, son dynamisme, mais il touchait tout le monde, hommes et femmes, noirs et blancs, jeunes et vieux. Si Tupac cherche à attirer l'attention, c'est réussi. Mais pas toujours pour les bonnes raisons. Tandis qu'il gravit les échelons, certains membres de la communauté hip-hop l'observent avec envie. Tupac Shakur commence à se faire des ennemis. Dans le hip-hop, tout est affaire de compétition. Je suis meilleur que toi, j'ai plus de nanas que toi. C'est presque comme un sport. On voit s'affronter des égos gigantesques. C'est extrêmement destructeur. Bientôt, ces obsessions de rivalité et de violence envahiront les rues fastueuses de Las Vegas. Et quelqu'un renversera le roi du rap. « 7 septembre 1996, 15h. Tupac Shakur est arrivé à Las Vegas, dans le Nevada, où il doit assister à un match de boxe et se produire dans un club de la ville. Il n'en aura jamais l'occasion. Dans moins de 9 heures, il sera assassiné de sang-froid. Après avoir laissé sa petite amie et sa cousine à son hôtel, Tupac se distrait au casino en attendant le match de boxe. À ses côtés, son fidèle garde du corps, Frank Alexander. On est allé au MGM et il s'est mis à jouer au dé. Il gagnait très gros. Il était vraiment très fort. Quand on est arrivé à Vegas, Tupac devait avoir 10 000 $ en poche. Ça lui brûlait les mains et il voulait s'en débarrasser le plus vite possible. À la table de jeu, Tupac est rejoint par les membres d'Outlaw Immortals, son groupe de scène. C'étaient ses chanteurs et ses amis. Ils jouaient sur beaucoup des titres de Tupac à l'époque. Comme d'habitude, Tupac ameute les foules, et surtout les femmes. Tupac et les femmes. Les femmes arrivaient par milliers, de vrais groupies. Elles venaient des tournages de films, des clips vidéo, des studios, d'Italie, de partout. Au casino, comme dans la vie, Tupac joue gros. Mais il connaît un succès planétaire et peut se permettre de risquer la mise. « 25 ans plus tôt, dans les rues de Harlem-Est à New York, peu auraient misé sur la réussite à venir du jeune Tupac Shakur. Sa mère, Afeni Shakur, membre du parti extrémiste des Black Panthers, est arrêtée et inculpée, ainsi que 20 autres participants pour tentative d'attentat à la bombe.
Finalement acquittée de tous les chefs d'accusation et enceinte de Tupac, Afeni est libérée après 15 mois passés derrière les barreaux. Le 16 juin 1971, elle donne naissance à Tupac Amaru Shakur, à qui elle donne le nom d'un révolutionnaire inca sud-américain. Tupac signifie « serpent lumineux ». Serpent lumineux est un esprit brillant. En 1971, je croyais sincèrement que le prénom d'un enfant pouvait l'aider dans la vie. Ce qui n'aide pas non plus le jeune Tupac, c'est son père, membre également des Black Panthers. Pour ajouter à l'instabilité familiale, une extrême pauvreté conduit à plusieurs reprises Tupac et sa mère à dormir dans la rue. Mais en 1986, malgré toutes ces épreuves, Afeni emménage à Baltimore et parvient à inscrire son fils dans un lycée pas comme les autres, l'Académie des Arts de Baltimore. C'était vraiment une bonne expérience pour Tupac, car tous les autres élèves de l'école étaient des artistes. C'est un environnement très différent, beaucoup plus libre, beaucoup moins restrictif. Tupac tombe amoureux du théâtre et de la musique rap. Tupac a toujours cru qu'il pouvait tout avoir. Être un rappeur incroyable, un acteur incroyable. Je crois qu'il ne voyait aucune frontière, aucune limite à son potentiel. En juin 1988, afin de protéger son fils d'une vie de famille perturbée, Afeni envoie Tupac à l'autre bout du pays, vivre avec une amie à Marine City, en Californie. Mais l'adolescent de 16 ans s'aperçoit vite qu'il a troqué un cauchemar contre un autre. Marine City était tristement célèbre pour sa violence des rues. Tupac était un gringalet. Même musclé et gonflé à bloc, c'était un gringalet. C'est encore plus dingue quand on pense au cran qu'il avait. Il n'avait peur de rien, ni de personne. Ni homme, ni femme, ni enfant, ni animal. Parce qu'on ne meurt qu'une fois. Afeni rejoint rapidement son fils en Californie. Mais tout espoir de retrouvailles familiales heureuses est gâché par ses difficultés personnelles. Mes enfants et moi avons un lien fondé sur l'honnêteté et la confiance. Et j'ai brisé ce lien par un mensonge. J'ai menti en disant « je me drogue, mais je contrôle la situation ». C'était un mensonge et il m'a coûté très cher. Je ne porte pas le même regard que mes enfants sur cette époque, car tout ce que je faisais, c'était chercher de la drogue. J'avais trouvé ma réponse. C'était le crack. À 17 ans, Tupac monte avec Ray Love, un copain de quartier, son premier vrai groupe, Strictly Dope. On n'avait peur de rien. On se précipitait sur scène et on jouait direct. On n'avait pas besoin de se faire livrer à manger avant le concert, d'exiger un type de micro en particulier ou une limousine. N'importe quel micro, et c'était parti. « 7 septembre 1996, 18h15. Depuis son arrivée à Las Vegas, presque 4 heures plus tôt, Tupac Shakur et son entourage prennent du bon temps, en jouant au casino et en buvant quelques verres. Mais dans seulement 5 heures, Tupac Shakur sera abattu de sang-froid. Sur l'invitation de Suge Knight, son manager et directeur de sa maison de disques, Tupac se rend à un match de boxe très attendu entre Bruce Sheldon et Mike Tyson, un ami proche de Tupac. Mike et Tupac avaient une vraie amitié, une relation vraiment très forte. On était tous des fans de Tyson. C'était un héros pour tous les gamins du ghetto comme nous. Depuis leur arrivée, Tupac a insisté pour que sa petite amie, Kidada, et sa cousine Jamala restent à l'hôtel.
La petite fête est réservée aux hommes. On s'est demandé pourquoi il nous avait amenés là si on n'avait même pas le droit d'assister au match, d'aller faire la fête ou de descendre au casino. Tupac nous a carrément supplié de rester dans la chambre et de ne pas descendre. Sa petite amie et sa cousine en sécurité à l'hôtel, Tupac et son garde du corps, Frank Alexander, se rendent au MGM Grand, où doit avoir lieu le combat de Mike Tyson. Mais pour Tupac, se frayer un chemin n'est pas chose facile. Il y avait des tonnes de gens qui faisaient la queue pour voir le match. Quand on est arrivé, j'ai entendu les gens murmurer « Tupac !» Et quand on passait, « C'est Tupac !» Les groupies et les fans se mettaient à crier « Tupac !» Alors qu'ils évoluent à travers la foule, les fans en délire ne sont pas le seul souci du garde du corps. Le rappeur a aussi sa part d'ennemis. Sa dernière chanson, Hit 'Em Up, une attaque acide contre un autre rappeur, Biggie Smalls, a déclenché la colère de la communauté hip-hop. Pour Frank Alexander, là est le véritable danger. J'ai dit à Tupac, « Qu'est-ce qui t'a pris d'écrire cette chanson ?» Il m'a répondu, « Tu l'as écoutée, c'est du délire, non? Elle est partout, dans toutes les boîtes, partout, ça va déchirer, etc., etc. » Je lui ai dit, « Mon vieux, il va te falloir un autre garde du corps. Je ne vais pas pouvoir assurer tout seul. » Alexander appelle en renfort la sécurité du MGM. Pour Tupac, qui a construit sa carrière sur la confrontation, la menace permanente fait partie de l'aventure. Mais en 1990, seulement 6 ans plus tôt, peu avaient entendu parler de Tupac Shakur. Toujours à Marine City, en Californie, tentant désespérément de percer dans la musique, il attire l'attention du rappeur d'Oakland, Shock G, qui propose à Tupac une place de danseur dans son groupe Digital Underground. Il a vu que Tupac n'avait pas de famille qui l'attendait. Et il lui a donné sa chance. C'est la chance que Tupac attendait. Du jour au lendemain, l'adolescent se retrouve en tournée mondiale. Tupac s'est bien amusé avec Digital Underground. Ils sont allés au Japon, à Londres, en Italie, en Australie même. Artiste né, Tupac arrête très vite la danse pour s'emparer du micro. Le succès est immédiat. Tupac était un maître. Il savait s'approprier n'importe quel style et le reproduire un peu différemment ou même encore mieux. Pour ça, il était très fort. C'est comme ça qu'il a tracé sa route. Très vite, Tupac signe son premier contrat et en novembre 1991, Tupacalypse Now sort dans les bacs. L'album est fait d'un mélange puissant et parfois contradictoire d'hymnes à la violence et de réflexions sur la société. Il parle de pauvreté, de foyers brisés et de dépendance à la drogue. Il a écrit des chansons extrêmement négatives sur les femmes, les rabaissant au rang de moins que rien. Mais il a aussi toute une série de chansons où il place les femmes, les mères, les femmes noires, sur un piédestal. C'était quelqu'un de vraiment complexe. Tupac puise son inspiration dans sa propre expérience. Un garçon élevé dans le militantisme politique, sensibilisé à l'art et endurci à l'école de la rue. C'était avant tout un poète. Il était tellement en accord avec lui-même qu'il pouvait écrire n'importe quelle chanson sans craindre de passer pour un faible. Il était son plus grand admirateur. Il me disait toujours « Écoute ce que j'ai dit, il est trop bon ce mec !» C'est comme ça qu'il parlait de lui. « Il est trop bon ce mec ! Jamala, écoute, j'assure trop !» Il récitait quelques-unes de ses paroles et disait « Je suis trop bon, je suis trop bon, je les écrase tous !» Je lui disais qu'il était cinglé. Depuis son plus jeune âge, Tupac veut aussi devenir acteur. En 1991, son deuxième rêve devient réalité lorsqu'il décroche le premier rôle du film à succès, Juice.
Quand je suis allé voir Juice à sa sortie, les nanas hurlaient dans la salle. Il fallait vraiment voir ça. Dès que Juice est sorti, tout le monde ne parlait plus que de Tupac. C'était évident qu'il allait devenir énorme. Ce film l'a plus aidé que la musique. Il descendait, écartait les jambes et les bras, secouait ses breloques, relevait son col et disait « Je suis une légende des temps modernes ». Je lui disais « Dans 10 ans, tu seras l'homme le plus puissant des États-Unis ». Et il me répondait « Exactement, tu vas voir ». L'avenir s'annonce brillant pour Tupac. L'année suivante, sa mère, Afeni Shakur, désormais sobre, réapparaît dans sa vie. Ils forment à nouveau une famille. J'ai appris que quand un enfant vous dit « tu es ma mère », il vous accorde un droit de regard sur sa vie. Mais il peut vous en priver de la même manière. Mes enfants l'ont fait. Je n'ai pas repris ce droit, ils me l'ont rendu. Mais le vent ne tarde pas à tourner. En 1992, Tupac est arrêté pour avoir attaqué un chauffeur de limousine. En 1993, il est inculpé pour avoir agressé un autre rappeur avec une batte de baseball. Lors d'un autre incident, on l'accuse d'avoir attaqué le réalisateur Allen Hughes avec une arme. À Atlanta, il est arrêté puis relâché pour avoir tiré sur 2 policiers en civil. On dirait que Tupac Shakur prend son rôle de mauvais garçon un peu trop au pied de la lettre. Compte tenu de son histoire et des rapports de sa famille avec les autorités, la police détestait Tupac. Je ne sais pas si c'est parce qu'il avait un cœur de Black Panther, mais Tupac n'avait aucune patience avec les forces de l'ordre. Je ne crois même pas qu'il les respectait. Pourquoi les autorités s'acharnaient sur lui? Parce que Tupac leur faisait un pied de nez, voire pire. Mr. Shakur, can we get a comment from you? Hell no. Thug life. Thug life. Thug life. That's my comment. What's that mean? This is yours. Tupac croyait toujours qu'il ferait partie des statistiques. Et il disait, si je dois faire partie des statistiques et que l'Amérique doit me foutre en l'air, alors autant que ce soit en beauté. Dans la lutte entre Tupac l'artiste et Tupac le truand des rues, sa part d'ombre semble prendre le dessus. Et dans les rues de Las Vegas, par une chaude nuit d'été, cette part d'ombre l'engloutira bientôt tout entier. Bien sûr, dans Top Gear, il y a des bagnoles et même des plutôt pas mal. Bien sûr, dans Top Gear, ils savent pousser le champignon jusqu'à partir dans le décor. Mais dans Top Gear, il y a aussi ce grain de folie typiquement british qui fait toute la différence. That is cool. Plus hardcore qu'Automoto et plus glamour que Champs-Élysées, Top Gear, sans doute la meilleure émission automobile au monde. Mettez du Discovery dans votre moteur avec Top Gear le lundi à 20h45 sur Discovery Channel. « 7 septembre 1996, 20h35. Tupac Shakur vient d'assister à un match de boxe au MGM Grand, où son ami proche, Mike Tyson, a pulvérisé son adversaire Bruce Sheldon en moins de 2 minutes. Dans les loges, Tupac est accompagné par Suge Knight, son manager et directeur de la maison de disques Death Row. Avec eux, le garde du corps de Tupac, Frank Alexander, et plusieurs associés de Death Row Records. Il est évident pour tout le monde que Tupac Shakur est encore complètement dans le combat. Il n'arrêtait pas de dire « 50 coups, mec, 50, il m'a mis KO en 50 coups ». Alors que le groupe rejoint l'entrée, un des employés de Death Row glisse un message à Tupac.
Un des types de Shug, un certain Travon, a murmuré quelque chose à l'oreille de Tupac. Travon a remarqué dans le hall de l'hôtel un homme qui l'aurait soi-disant volé quelques semaines plus tôt. L'homme est un membre des Southside Crips, ennemi juré d'un autre gang de Los Angeles, les Bloods, avec qui Death Row Records entretiendrait des liens. Tupac Shakur, le roi du gangsta rap, décide de lui donner une bonne leçon. Tupac s'est jeté sur lui et... Encore excités par le match, les membres de Death Row, y compris son directeur, Suge Knight, se joignent à la fête. Dans la confusion, Frank Alexander parvient à tirer Tupac de la mêlée. Je l'ai attrapé et je l'ai sorti de là. Orlando Anderson était par terre et tout le monde le frappait à coups de pied. 2 ans plus tôt, à New York, Tupac menait un autre genre de combat, un combat pour sa vie. Le 30 novembre 1994, dans le hall d'un studio d'enregistrement de Times Square, Tupac est dépossédé de 40 000 $ de bijoux et blessé 5 fois à bout portant par un groupe d'individus noirs non identifiés. Alors que la police classe l'affaire comme agression fortuite, Tupac l'aperçoit comme la vengeance d'un de ses nombreux ennemis dans le milieu du hip-hop. Tupac est devenu une cible mouvante. Par sa musique agressive, il s'est attiré les foudres de la police et des chefs de différentes communautés. Ses attaques verbales contre d'autres rappeurs ont créé des tensions au sein du milieu hip-hop. Chacun attend son tour pour donner une leçon à cet homme devenu puissant et riche. Il était têtu comme une mule et refusait de se soumettre. Il était comme ça. C'est ce que j'aimais chez lui, mais je savais aussi que ça le perdrait. J'ai essayé de lui faire passer le message. Tu ne peux pas t'en prendre à n'importe qui. Ces mecs te tueront, pour de vrai. Tupac savait dans quel monde il vivait. Il connaissait le système. Il n'était pas d'accord avec tout. Mais il savait aussi que s'il ne faisait pas l'effort de gagner de l'argent dans une société capitaliste, il ne ferait jamais ce qu'il voudrait. Son image de truand rattrape Tupac. Gravement blessé par 5 balles tirées à bout portant, l'une d'elles lui a sectionné l'artère de la cuisse, Tupac paye cher la violence qu'il dénonce, mais aussi celle qu'il exerce. This is all about my image. This has nothing to do with me. This is all about my image. It's like MTV, all the papers, they building me up. Now they destroying me on the same image that they perpetuated. You know what I'm saying? I'm selling records. This is what I do for a living. I'm selling records. Don't get it twisted. This is not my real life. This is not how my real life is supposed to be. I'm not supposed to be really having all these villains in my life. On ne peut pas accuser les rappeurs d'être des meurtriers. Autant accuser Schwarzenegger d'avoir tué des gens dans Terminator. Comment peut-on accuser un rappeur qui ne fait que parler alors que les acteurs montrent la violence et qu'on leur dit rien? Moins de 5 heures après son opération et contre l'avis des médecins, Tupac Shakur sort de l'hôpital. Il a d'autres problèmes à régler. Le rappeur doit répondre au tribunal d'accusations de viol sur une femme de 19 ans, ce qu'il nie catégoriquement. Why am I in court? You know what I'm saying? Get my life ripped apart. But I'm here, I'm gonna go through it just to show that I have faith in the American system. But soon I'm gonna go crazy. Acquitté d'accusations de sodomie et de port d'armes illégales, Tupac est incarcéré pour attouchement sexuel, crime gravement condamné aux États-Unis. Il écope de la peine maximale, jusqu'à 4 ans et demi derrière les barreaux. Pour ses fans, la justice cherche à faire de lui un exemple. Au centre correctionnel de Clinton, dans l'État de New York, Tupac subit une transformation étonnante. Le roi du gangsta rap renie publiquement Thug Life. N'oubliez pas que Tupac était en prison. Et la prison, ça fait réfléchir. On est prêt à tout pour en sortir.
À mon avis, il a ruiné Thug Life. Mais en se disant, c'est pour rigoler, je veux seulement sortir de là. Mais sortir de là n'est pas si simple. Tupac était dans une situation très fragile. Il était en prison et perdait beaucoup d'argent à cause de tous ses procès. Il a laissé toute sa fortune dans ses procès bidons. En échange d'un contrat avec Death Row et à condition de le prendre comme manager, Suge Knight promet à Tupac de le faire sortir sous caution. Le parrain tout-puissant du hip-hop ne tarde pas à tenir parole. Je n'ai jamais vu le contrat, mais je me souviens du coup de téléphone quand Tupac m'a appelé pour me dire qu'il avait signé avec Death Row. Ils ont essayé de contrôler Tupac. Même au sein de Death Row, ils pensaient que Suge arriverait à le contrôler. Mais c'est comme approcher une flamme d'un bâton de dynamite, ça finit toujours par exploser. Death Row envoie Tupac au luxueux hôtel Peninsula à Los Angeles pour récupérer et se remettre sur pied. Son album Me Against the World était numéro 1, ainsi que son titre Dear Mama. Il n'avait pas besoin de Death Row pour réussir, mais il avait besoin d'eux à ce moment-là. Suge l'avait fait libérer contre 1,4 million de dollars. Tupac se devait de se remettre sur les rails. 7 septembre 1996, 21h. Las Vegas, dans le Nevada. Après avoir passé à tabac un membre présumé du gang des Crips dans le hall du MGM Grand, Tupac et son entourage regagnent leur chambre avant de partir pour le club 662, où Tupac doit se produire. Dans moins de 3 heures, Tupac Shakur sera laissé pour mort. Tupac est rentré à l'hôtel. Il était surexcité. Il m'a dit, Jamala, tu vas pas me croire. J'ai foutu une trempe à un mec, je l'ai mis KO, comme Mike Tyson. Je n'ai pas demandé de détails sur cette histoire de bagarre, mais il était très content d'avoir eu la chance de tester sa droite sur quelqu'un. Au moment de s'habiller, Tupac décide de ne pas mettre son gilet pare-balles, accessoire pourtant justifié chez un homme qui a tant d'ennemis. Je me souviens que Castro a dit « Tu devrais mettre ton gilet pare-balles ce soir ». Mais Tupac a répondu « Non, il fait trop chaud, j'ai pas envie de le mettre ». Normalement, il ne serait pas sorti sans, mais pas cette fois. Tupac et sa troupe remontent en voiture et descendent le Strip jusqu'à la propriété de Suge Knight, manager de Tupac et directeur de Death Row Records. Suge et Tupac s'éclipsent un moment, tandis que les autres s'impatientent. Je ne sais pas ce qu'étaient partis faire Tupac et Suge, mais on les attendait et on était prêts à partir. Presque toute la propriété de Suge Knight est rouge, la couleur emblématique du Mob Piru, une branche du gang des Bloods de Los Angeles. Il portait beaucoup de rouge. C'était sa couleur préférée. Il venait de Compton. Il avait grandi parmi les Bloods. C'est ce qu'il affichait en portant du rouge. Pour certains, avoir signé avec un label proche des Bloods n'attire que des ennemis à Tupac. Mais cette fois, il s'agit du gang rival des Bloods, les Southside Crips. Son garde du corps, Frank Alexander, voit les choses différemment. Tupac n'était lié à aucun gang. Si on devait lui attribuer une couleur, ce serait le vert, la couleur de l'argent. Une demi-heure plus tard, alors que Tupac et les autres s'apprêtent à quitter le club 662, Tupac adresse à son garde du corps une requête inhabituelle. Je me suis dirigé vers la voiture avec Suge et Tupac. Et je m'apprêtais à m'asseoir à l'arrière quand Tupac m'a dit « Non, prends plutôt la Lexus des Outlaws ».
On va boire et tu nous ramèneras quand on aura fini de faire la fête au 662. Cet arrangement de dernière minute est à l'initiative de Suge Knight, qui souhaite parler au rappeur en privé. Le convoi reprend la route du Strip pour se rendre au concert. Concert qui n'aura jamais lieu. Moins d'un an plus tôt, Tupac semble invincible. Il a survécu à une fusillade à New York, à une peine de prison dans un établissement de haute sécurité, et sa renommée n'en a que grandi. Son premier album chez Death Row, All Eyes on Me, le propulse au sommet. En 3 semaines seulement, l'album est disque de platine. Malgré un tel succès, Tupac décide que le moment venu, il ne renouvellera pas son contrat auprès de Death Row Records. Tupac était prêt à quitter la maison de disques. Il y avait une raison pour cela. Seule sa mère et son entourage très proche connaissaient cette raison. Tupac pense secrètement que Death Row garde pour eux la plus grosse part du gâteau. Mais ce n'est pas le seul souci de Tupac. Il est confronté à son ancien rival, le rappeur de New York, Biggie Smalls, qu'il a attaqué à plusieurs reprises dans ses chansons. Leur querelle alimente les rumeurs d'une guerre entre les rappeurs de la côte ouest et de la côte est. La bagarre côte ouest, côte est était une illusion. C'était faux, parce que Tupac et les Outlaws étaient aussi de la côte est. C'était simplement une histoire entre Tupac et Biggie. Tupac a passé ces 6 dernières années à se battre avec la police, les tribunaux, des concurrents, et maintenant avec des gangs dangereux. Il devient de plus en plus dur de distinguer ses amis de ses ennemis. Alors que Tupac se rend au club 662 en compagnie de Suge Knight, il ignore qu'un de ses ennemis est sur le point de le frapper. Arrivé à Flamingo, on a tourné à droite. Et on s'est arrêté au feu au carrefour de Koval. Tandis que le garde du corps de Tupac le suit dans une autre voiture, le convoi poursuit sa route. Comme toujours, Tupac ne passe pas inaperçu. Quand soudain, venue de nulle part, surgit une Cadillac blanche. Elle s'est approchée de la BMW. J'ai vu un bras sortir par la vitre et les coups de feu sont partis. La voiture de Suge est criblée de balles. Tupac est blessé à 4 reprises. Une balle rase la tête de Suge Knight. Après les coups de feu, j'ai cru qu'ils étaient morts. Je me suis précipité vers la voiture, mais elle a démarré. La voiture criblée de balles fait demi-tour et s'enfuit dans la direction opposée. Je ne savais pas quoi penser. J'étais dans le brouillard. Est-ce que c'était de vraies balles? S'était-il vraiment fait tirer dessus? Mais la voiture endommagée a les pneus crevés et stoppe sa course non loin de là. Pour la seconde fois de sa courte vie, Tupac Shakur regarde la mort en face. « 7 septembre 1996, Las Vegas. À 23h17, le rappeur superstar Tupac Shakur tombe sous les balles d'un tueur inconnu. Mortellement blessé, un poumon perforé, il est transporté d'urgence au centre hospitalier universitaire, où il subit 2 interventions chirurgicales. On lui ôte le poumon droit afin de stopper l'hémorragie interne et il est plongé dans un coma artificiel. Tupac Shakur ne se réveillera jamais. On était paniqués. Et la première chose à laquelle j'ai pensé,
c'est qu'on avait déjà vécu ça à New York. J'ai vu Jamala qui avait passé une nuit de cauchemar. Puis tout le monde a commencé à arriver. Quand j'y pense, il n'y a pas un instant où quelqu'un n'a pas été auprès de lui. Quand je suis arrivée à mon tour, il avait été plongé dans un coma artificiel. Je n'ai jamais pensé qu'il allait mourir. Jamais. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Jamais. La première fois que j'ai vu Tupac sur son lit d'hôpital, il avait des tubes partout. J'ai compris qu'il allait devoir se battre pour rester en vie. Tupac reste dans le coma pendant 6 jours. Jour et nuit, sa famille se relaie à son chevet, refusant d'accepter l'inévitable. On pensait tous, et Tupac le premier, qu'il était invincible. Quand il a été blessé la deuxième fois à Vegas, on s'est dit qu'il s'en sortirait. Le 13 septembre 1996, à seulement 25 ans, la vie brève mais intense de Tupac Shakur prend fin brusquement. Sa mort sème le désespoir autour de lui. Tupac assassiné dans la rue? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? On ne peut jamais vraiment s'en sortir. L'enquête criminelle se heurte à un mur lorsque les témoins refusent de coopérer. Les théories sur l'assassin vont bon train. Certains parlent d'une vengeance des Crips pour le passage à tabac dans le hall du MGM. D'autres montrent du doigt l'ennemi juré de Tupac, Biggie Smalls, qui sera abattu à son tour 7 mois plus tard. D'autres encore évoquent une embuscade organisée par Suge Knight, qui savait que Tupac envisageait de quitter Death Row. Quelle que soit la vérité, dans les rues de Los Angeles, les représailles sont terribles. En une dizaine de jours, 12 fusillades ont lieu entre des gangs rivaux. 3 personnes sont tuées, 22 interpellés. Après sa mort, la popularité de Tupac ne cesse d'augmenter. Il vend 75 millions d'albums à travers le monde et entre au livre des records comme le chanteur de rap ayant vendu le plus d'albums au monde. Ils ont perdu un grand homme, un militant, un poète, un rappeur, un frère, un ami. Il faisait partie des grands. Ce n'était pas quelqu'un de parfait. Ce n'était pas une star parfaite. Et je pense que les gens l'en aimaient d'autant plus. Il avait un sacré sens de l'humour, c'était un marrant. Il y avait autre chose derrière ses allures de gros dur. On passait plus de temps à rigoler qu'à jouer les durs. Sa mère, Afeni, prend les rênes de la famille. En 1997, la fondation Tupac Amaru Shakur est créée pour offrir formation et soutien aux étudiants créatifs. La même année, l'université de Berkeley en Californie met en place un cours intitulé « Poésie et mythe dans l'œuvre de Tupac Shakur ». Je lui parle tout le temps car j'ai envie de savoir ce qu'il pense de ce qu'on fait. C'est important pour moi et je suis sûre qu'il m'entend. À ce jour, l'assassin de Tupac Shakur n'a pas été retrouvé.